sommes le mercredi 1er mai. Bonsoir et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition d'information au sommaire. Retour d'abord sur les traditionnelles rencontres du 1er mai entre les partenaires sociaux et le gouvernement. Les syndicats de salariés ont été reçus en matinée. Les principaux sujets évoqués, la lutte contre la cherté de la vie, l'hôpital de Taoné ou encore la protection sociale généralisée. Nous en discuterons plus longuement en plateau avec notre invité. Le secrétaire général de la CSTPFO, Patrick Gallnon, est avec nous ce soir. Et si leurs intérêts ont été défendus à la présidence, les travailleurs étaient également nombreux à défendre les couleurs de leur entreprise à l'occasion de l'annuel triathlon. Cette édition a été marquée par un nombre record de participants. Et enfin, on vous partagera le portrait d'un Polynésien bien parti pour exercer le travail de ses rêves. Wolfgang a quitté le Fénois depuis 5 ans pour s'installer au pays des bandes dessinées, la Belgique. C'est la tradition en ce jour de fête du travail, le dialogue entre les partenaires sociaux et les autorités. L'ensemble des confédérations syndicales de salariés ont participé aux rencontres avec le gouvernement en début de journée. Une première pour l'exécutif polynésien puisque l'année dernière, le 1er mai tombait le lendemain des territoriales et qu'il n'était pas encore élu par l'Assemblée. Principale question abordée, la cherté de la vie et l'avenir de l'hôpital. Laure Philibert, Veitiarinauta. Des hommages séparés aux travailleurs ont été rendus ce mercredi au monument aux morts de l'avenue Pauvan à Aopa, fraîchement rénové, et à la stèle du premier syndicaliste du pays. Puis place au débrief entre les différentes centrales, un point sur leurs revendications communes avant la rencontre. L'augmentation du SMIC à la veille du 1er mai n'a pas suffi à calmer la grogne sociale. Nous avons quand même une série de revendications. Les réactions sont unanimes en tous les cas pour faire quelque chose si on n'avait pas les réponses attendues. Oh, ils ont commencé à faire un petit geste puisque hier, comme par hasard, ils ont augmenté le SMIC. Mais ça, c'est dans le cadre de la loi. Bon, c'est une bonne nouvelle, mais insuffisante. Voilà. Parce qu'il en faut plus. Le coût de la vie augmente toujours. Ils ne se sont pas attaqués à ce problème, qui est aussi un problème très important. Ensemble, les principales forces syndicales ont rejoint la présidence pour rencontrer le gouvernement. La CSTPFO, la CSIP, OTEI, Oeto Oerima, Atiaimua, la Frappe et l'UNSA sont venus en nombre dans une salle remaniée. Les tables ont été rapprochées pour des échanges plus directs, des échanges qui auront duré pas moins de 5 heures. À la sortie, une partie des syndicats se dit entendue. Alors une rencontre très cordiale, nous avons pu aborder les différentes thématiques que nous lui avons fait parvenir 2 jours avant. Et nous espérons ces prochains jours pouvoir nous retrouver autour d'une table pour justement réfléchir sur les mesures à mettre en place et comment les mettre en place et surtout comment les financer. Ce matin, on a eu un président très à l'aise sur tous les sujets. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a fini tard. Les questions éducation n'ont pas pu se faire. Mais d'autres sont plus modérés, comme le chef de service des urgences du Taoné, reçu pour la première fois dans ce cadre avec la CSTPFO. Le message principal, c'était de réinvestir dans le système de santé publique, mais surtout c'était réinvestir dans l'humain. En fait, parce que l'humain aujourd'hui, c'est des patients et c'est des soignants. Je ne sais pas si l'urgence de la situation a été entendue. Et c'est vrai que il y a des promesses, il y a des délais, il y a des volontés de réforme, mais je pense que le timing n'est peut-être pas optimal pour l'instant. À mon humble avis, je n'ai pas l'impression, à moins que le pays, que le président ait pris conscience de la réalité qu'il y a à l'hôpital. Le président du pays, lui, indique avoir fait plusieurs annonces. En matière de santé, l'heure est toujours à la réflexion. Il y a un travail qui est à faire au niveau de notre ministre de la fonction publique sur la redéfinition des cadres d'emploi, des conditions d'emploi. C'est un travail qui doit être fait. À côté de ça, sur la santé, on a d'autres réflexions qu'il faut avoir. Vous avez un domaine qui s'appelle les molécules onéreuses. Il faut se poser la question collectivement de la bonne utilisation de ces molécules onéreuses. Autre question majeure très attendue par les syndicats, celle de la cherté de la vie. Ça va être le sujet de discussion qu'on aura également cet après-midi sur les marges.
La question qui se pose à nous, c'est est-ce qu'on remet en question le système économique dans lequel on s'inscrit depuis toujours, finalement, qui est celui de la liberté des prix. Ce sont des réflexions sur lesquelles il ne faut pas s'interdire d'aller. Après les représentants des salariés, place au patronat, des discussions qui se sont poursuivies tout l'après-midi. On poursuit la discussion autour de ces traditionnelles rencontres avec vous, Patrick Gallon, secrétaire général de la CSTPFO. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Alors, plusieurs sujets évoqués ce jour, la cherté de la vie, l'emploi, la situation de l'hôpital ou encore la PSG. Êtes-vous satisfait de ces échanges? Les échanges, comme je l'ai entendu, étaient parfois cordiaux, mais malheureusement, nous n'avons pas eu les réponses qu'on attendait. Sur les 6 revendications principales que nous avons évoquées devant le gouvernement, en fait, nous n'avons pas eu des réponses. D'ailleurs, votre reportage le montre. Est-ce qu'il faut taxer les marges excessives? On ne sait pas. Est-ce qu'il faut changer notre système? Alors bon, c'est le genre de réponse qu'on nous a donné. Pensez bien que nous, on n'est pas satisfaits. Nous avons donné, nos propositions qui sont claires. La vie est trop chère. Si vous n'arrivez pas à baisser le coût de la vie, nous, on demande 6% d'augmentation pour les salariés, ce qui correspond à la marge que nous avons perdue. Justement, c'est la grande préoccupation des Polynésiens, la cherté de la vie, le pouvoir d'achat qui diminue. Oui. On entend beaucoup le ministre Tevaiti Poumaré prétendre avoir stoppé, maîtrisé l'inflation. Ce n'est pourtant pas ce que démontrent les chiffres et les spécialistes. Que lui répondez-vous? Je ne sais pas. Moi, je sais que l'inflation, il y a 2 ans, c'était 8,5. Cette année, l'inflation est à 0,63. Donc, ça nous fait à peu près 9,1% d'inflation. Donc, voilà, le problème, ce n'est pas l'inflation, c'est la vie chère. Nous, on ne demande pas qu'il ait arrêté l'inflation ou pas. De toute façon, ça ne dépend pas beaucoup de nous. Tout ce qu'on sait, c'est 10% d'inflation. Pourquoi nous avons des marges que nous constatons à hauteur de 300-400%? C'est de cela dont on veut parler. Si les marges sont excessives, c'est là qu'il faut aller chercher de l'argent. Pas aller chercher l'argent chez les plus petits. Vous attendez des mesures concrètes, c'est ça? Bien sûr. Nous, quand on va discuter dans ce genre de discussion, on a des chiffres en tête. Et c'est pour ça que je vous dis, nous, 6%, c'est la cherté de la vie, c'est le pouvoir d'achat que nous avons perdu. Et là, il s'agit des salariés. Que dire des sans-emploi? C'est pour ça, lorsqu'il nous a invités à midi, nous avons préféré dire qu'il fallait donner cela aux pauvres et à Père Christophe, pas à nous. Cela fait 1 an que le Tavernier a été élu. Quel bilan tirez-vous de cette année de mandature? Je ne sais pas, on les a laissés beaucoup réfléchir. Maintenant, nous avons des revendications claires, dont les 6, notamment sur le fonds d'aide pour ceux qui ont perdu involontairement leur emploi. Monsieur Quito Bruno Ortega a mis en place une caisse de chômage, que les patrons et le gouvernement s'en inspirent, puisque lui, il le fait, pourquoi pas toute la Polynésie. On nous dit, ah oui, il faut réfléchir, il faut faire des réunions. Nous, la réunion aiguë, c'est plus notre... Donc, les questions sont posées. Êtes-vous déçu? Oui, un petit peu. Je suis même beaucoup. Parce que lors de ces discussions, j'avais l'impression que nous étions en campagne électorale et non pas à des commissions de travail. Lorsque nous sommes en commission de travail, nous avons travaillé bien avant les chiffres qui nous sont donnés. Et ce qu'on veut savoir, c'est une des réponses chiffrées et claires. Par exemple, qu'en est-il de la réforme fiscale? Si le Conseil d'État... j'espère qu'ils vont gagner. S'ils perdaient, qu'est-ce qu'on fait? Un plan B? On ne sait pas. Combien de temps allez-vous laisser au gouvernement avant de vous mobiliser plus fortement? Nous avions aussi un autre problème à ce sujet. Il s'agit des fonctionnaires d'État. Parce que j'ai entendu dire qu'on voulait faire passer les fonctionnaires d'État à la CPS. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la Sécurité sociale nous rembourse à hauteur de 2,5 milliards les maladies radio-induites et les autres maladies des fonctionnaires d'État, et que la CPS, sur la gestion, fait à peu près presque 500 millions. Donc, si on fait entrer les fonctionnaires d'État à la CPS, c'est une perte de 3 milliards dès le départ. Alors, je ne sais pas, voilà. Moi, je vous donne des chiffres. Si en face, ce ne sont pas des chiffres, mais on va réfléchir, on va faire des commissions.
Ben, je ne sais pas, on va peut-être leur donner encore quelques temps. Vous parlez du remboursement des maladies radio-induites, oui. Mais la cotisation des fonctionnaires, est-ce que ça n'apporterait pas davantage d'argent pour notre caisse? Il est préférable d'aller demander à la France de nous rembourser nos 100 milliards de maladies induites que de faire entrer les fonctionnaires d'État, non? Puisque actuellement, ils remboursent les maladies radio-induites pour les fonctionnaires d'État. Demandons à ce que l'État rembourse pour tout le monde. Comme ça, on pourra à ce moment-là peut-être aider nos pauvres salariés du CHPF et puis des hôpitaux périphériques. Et toute la fonction publique commence à se poser des vraies questions. Parce que la fonction publique aussi commence à avoir du mal. Alors j'espère que cet après-midi, avec les patrons, ils ont trouvé des solutions. Parce que nous n'avons pas beaucoup de moyens de pression ou de conviction. C'est à un moment donné, de faire ce qu'on sait faire. On entend vos inquiétudes, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Combien de temps allez-vous laisser au gouvernement avant de durcir votre mobilisation? C'est facile comme question. Admettons 1 mois et demi. Voilà. 1 mois et demi, ça correspond aux Jeux Olympiques, par exemple. C'est ça que vous vouliez entendre? C'est le cas? Vous prévoyez une mobilisation? Vous avez rencontré le haut-commissaire? C'était prévu que vous rencontriez le commissaire Asprobo? On a rencontré le secrétaire général parce que monsieur le commissaire n'était pas là. Mais nous avons aussi, avec l'État, discuté notamment des retraites des fonctionnaires d'État, puisque nous, on prétend qu'il nous faut 75% du dernier montant pour toucher notre retraite comme les métropolitains. Et là, je vois que l'ensemble des syndicats de la fonction publique d'État nous suit dans cette opération. Là, nous sommes contents et effectivement, on met en garde aussi l'État à ce niveau. Si nous n'avons pas satisfaction, on ne sait faire qu'une chose. Vous mobilisez? Oui. Bloquer? Un blocage peut-être? Non, on ne fait jamais de blocage, on fait la grève. La grève, c'est un droit constitutionnel. Merci Patrick Galenon pour tous ces éléments de réponse et d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est moi qui vous remercie. Merci de m'avoir reçu. Au volet social, toujours, la Confédération Oweto-Owerima a déposé un préavis de grève vendredi dernier, tel qu'annoncé par nos confrères de Tahiti Info. Un document listant 6 points de revendication. Les syndicalistes dénoncent notamment un management inapproprié ou encore un licenciement abusif et non justifié. Les négociations ont déjà commencé devraient aboutir à un accord, évitant ainsi un mouvement de grève. On écoute à ce propos le secrétaire général de Oweto-Owerima, Toniater Inuhurei. Il répond au micro de Laure Philibert et Veitchari Nauta. C'est la fédération hôtelière qui a déposé le préavis, qui a filé à nous. Quand je suis quand même le secrétaire général, j'ai participé à cette réunion-là avec mes camarades. J'essaie de temporiser les accords et tout ça. Hier soir, on a travaillé dessus. Donc je pense qu'on va s'entendre sur les accords. Par exemple, le licenciement, les retraites et tout ça. Et je pense que ce soir, on va pas aller en grève, on va signer l'accord. C'est en bonne voie. Nouveau round dans le combat opposant la Polynésienne Boxing Association de Tahitinena à la Fédération de boxe de Polynésie française d'Ismaël Tahiata. Cette dernière a obtenu gain de cause hier devant le tribunal administratif. Pour rappel, après le retrait de sa délégation de service public en août 2023 à la suite de l'affaire des sélections de boxeurs pour les Jeux du Pacifique, la FBPF avait saisi la justice. Le tribunal a tranché, il a annulé la décision du pays, car entre-temps, la ministre Nahema Temari avait accordé l'agrément à l'organisation rivale de la FBPF. Présidée par Tahitinena, retrouvez l'article complet sur notre site tntvnews.pf. L'esprit de compétition a également gagné les salariés ce matin. Il y avait du monde sur la ligne de départ du triathlon des entreprises au complexe de Haroué. Pas moins de 400 équipes se sont affrontées, soit un total de 1200 personnes. Et un nouveau record de participation pour la Fédération tahitienne de triathlon qui profite de cet événement pour promouvoir sa discipline et le sport santé au Fénois. Tane Teanini Urai, Temoana et Esther Cuneo étaient sur place. Victoire de la gendarmerie nationale. Ils espéraient être premiers dans la catégorie uniforme. Ils seront finalement premiers au scratch en 1 heure et 35 secondes. Donc le départ, c'était de partir fort en course à pied et de perdre le moins de temps possible, parce qu'il y avait forcément meilleur que moi, et de donner le relais ensuite au vélo avec Romain qui est très très bon en vélo et qui a fait tout le job pour terminer premier, et ensuite donner la main à la natation à Kevin qui est parti en conservant la première place jusqu'au bout.
On s'entraîne chacun de notre côté, on a chacun des disciplines différentes. Du coup, on s'est préparé normal pour les saisons moi de vélo, de tri et de tri aussi, de course à pied. Le triathlon d'entreprise, nous, ça fait 5 ans qu'on est sur le territoire, on a participé tous les ans. On voit vraiment qu'il y a un réel engouement au niveau de cette épreuve et que ça prend en ampleur. On invite tout le monde à venir essayer et vous allez voir, vous allez vous éclater. Deuxième au classement, l'équipe de DT franchit la ligne d'arrivée avec un chrono de 1 heure, 1 minute et 1 seconde, suivi pas moins de 5 secondes plus tard par la team de Cédric Van. Au-delà de l'esprit de compétition, la Fédération tahitienne de triathlon, qui compte plus de 400 licenciés, profite surtout de la vitrine de l'événement pour conquérir de nouveaux adeptes de la discipline. Aujourd'hui, on sait que le VAS, c'est la Wakinui. On sait que le foot, ils ont les tournois inter-îles. Maintenant, le triathlon, c'est le triathlon des entreprises. Donc dès qu'on demande à quelqu'un « est-ce que tu connais le triathlon ?», tout de suite, il va dire le triathlon des entreprises. Donc c'est effectivement une vitrine pour notre fédération et c'est un moyen de promouvoir notre discipline sur le fénois. On a été clôturé 5 jours avant, on a une centaine d'équipes en liste d'attente. Donc voilà, c'est un bilan historique pour le triathlon. Mais la fédération cherche aussi à affirmer le rôle du triathlon dans le sport santé en entreprise. Le triathlon des entreprises a même été reconnu par l'État comme grande cause nationale qui donne vraiment cette labellisation du sport santé, du sport en entreprise. Et beaucoup se sont entraînés quelques jours, quelques semaines, quelques mois avant. Donc voilà, c'est vraiment un moyen pour nous de pouvoir donner et permettre aux gens de pratiquer du sport au quotidien. D'ici 2027, la fédération espère compter 600 licenciés, dont 250 jeunes et 50% de femmes. Voilà, félicitations à toutes les équipes participantes et mention spéciale à notre trio de TNTV qui a enchaîné avec la préparation de ce journal. Avant de clôturer cette édition d'information, on vous propose de partir à Bruxelles, en Belgique, pour rencontrer un jeune Polynésien qui a réalisé son rêve, celui de devenir dessinateur de bande dessinée. Wolfgang puise son inspiration dans les événements qui ont bouleversé la vie de sa famille. Julien Panafieux et Wallis Glaise l'ont rencontré au pays de la BD. Regardez. Il ne dessine pas par envie, mais par besoin. Dyslexique, Wolfgang est dans sa bulle, la bulle du 9e art. Pour le jeune homme de 24 ans, Bruxelles, c'est un peu revenir aux origines de la bande dessinée. J'avais vraiment besoin d'avoir cette nécessité à apprendre la bande dessinée ailleurs qu'en France. Bruxelles, c'est très important pour moi et c'est aussi une source de motivation d'être dans une ville qui vit de la BD. L'artiste vit sa passion avec authenticité et vérité. C'est la recherche de vérité qui l'a poussé à créer sa bande dessinée Perle acide, l'histoire de l'attachement de sa mère à un enfant polynésien qu'elle a adopté et de la violence du traumatisme lorsqu'on lui retire. Une bande dessinée magnifique de retenue avec le questionnement de l'auteur sur un heureux événement devenu un épisode amer, antérieur à sa propre naissance. Surtout, ce que je voulais pas, c'est qu'on prenne ma mère pour forcément le protagoniste. Je voulais pas qu'on ait de la peine pour elle. Je voulais pas. En fait, pour moi, tout le monde souffre. Une mère qui se sépare de son enfant, une mère qui est obligée de le récupérer, des Polynésiens policiers qui doivent faire une justice française alors qu'ils connaissent très bien la tradition polynésienne sur le fahamou. Donc tout le monde souffre dans cette histoire. Le dessin est sa thérapie, un catalyseur de frustration. Mettre ses pensées sur papier est pour lui la plus belle des libertés. En dernière année dans son école d'art, le jeune Tahitien a pour sujet de mémoire le tatouage polynésien comme outil narratif. Par exemple, vous avez des bouquins donc sur l'art du tatouage, les Hari et les Harioi, le tatouage samoa, puisque c'est grâce aux Samoa qu'on a pu conserver le tatouage polynésien. C'est pas qu'une recherche d'identité ou question d'esthétique, ça va un peu au-delà. C'est une identité personnelle. Ce que je trouve fascinant avec le tatouage, c'est qu'il est à la fois intime, parce que c'est ton vécu, c'est ton histoire, et à la fois il est public, parce que ça se voit, ça se passe pas inaperçu un tatouage. Et moi, j'aime bien jouer sur ça. Wolfgang explique être constamment en quête d'apprentissage et de perfectionnement. Prochainement, le jeune homme présentera sa bande dessinée Perle acide devant jury, dans l'espoir d'être édité.
Voilà, c'est sur ce portrait que l'on se quitte. Merci de votre fidélité. Tout de suite, votre magazine de 0 à 100 km/h suivi de votre émission Outou Afare présentée par Taina Fabre. La journée s'achève bientôt, mais une très belle fête de travail à tous. On se revoit demain à la même heure pour votre journal télévisé. Excellente soirée sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.